Europe 1 présente Petit stream entre amis reçoit ce soir Jacques-Antoine Grandjon, fondateur de venteprivée.com, le site de déstockage leader en Europe. Jacques-Antoine Grandjon, patron atypique, de bonne famille, passé par le sentier. Il a inventé avec quelques autres le déstockage online, un déstockage relooké. Si vous allez sur son site, vous aurez l'impression d'acheter des produits de luxe. Sans son, mais déstocké. C'est aujourd'hui une figure de l'e-business, un amateur d'art et un patron qui veut aussi jouer un rôle dans la cité. Voilà comment on pourrait dire ça. Pour interroger Jacques-Antoine Grandjon, Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir et Johan Hufnagel de Slate.fr. Bonsoir messieurs. Salut David. Alors le principe de l'émission, vous connaissez, on est en direct sur Internet, mais vous nous retrouvez en vidéo demain sur Dailymotion, sur YouTube et Europe1.fr. Jacques-Antoine Grandjon, bienvenue parmi nous. Merci de m'inviter, David. On a déjà reçu des patrons du secteur Internet. On a eu Marc Simoncini. Aujourd'hui, c'est votre tour. Alors, où en est venteprivée.com ? C'est florissant, c'est européen. Le chiffre d'affaires se compte par milliards. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le tableau de la société aujourd'hui ? En deux mots, Vente Privée est un véritable média qui crée tous les jours des ventes événementielles qui créent un trafic très fort parce que comme il y a un événement, les gens viennent voir ce qui se passe. C'est 3200 ventes l'année dernière, 969 millions de facturation en 2010, 969 millions d'euros, 45 millions de produits expédiés dans nos propres entrepôts, 1500, un peu moins de 1500 collaborateurs, directs, mais beaucoup plus en indirect. C'est une jolie entreprise qui a une vision très long terme de son avenir, qui est indépendante, qui a zéro dette, qui a beaucoup de fonds propres, de trésorerie, et qui continue d'embaucher, de croître avec une volonté d'aller très loin et de devenir une marque globale européenne, alors qu'aujourd'hui, nous sommes seulement une marque très française, puisque 84% seulement de notre chiffre d'affaires, ou 83% est réalisé, 83% est réalisé en France. Donc le défi, c'est de devenir une marque européenne, et c'est un sujet très important, puisque les Américains, quand ils inventent un business model, une nouvelle entreprise, quand ils créent une entreprise qui vend des biens ou des services, brusquement ont un marché de 350 millions d'habitants, plus le Canada, et deviennent très vite, s'ils réussissent, une marque globale. Alors que l'Europe n'existe pas dans les affaires, c'est très compliqué, langue, législation, loi sociale, comportement, qui fait que c'est pas parce qu'on réussit en France qu'on peut réussir en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou en Espagne. Et vous avez l'ambition d'aller chatouiller des sites anglo-saxons qui font un métier proche du vôtre ? Il n'y a pas véritablement de site anglo-saxon, à part aux États-Unis. Un site s'appelle Gilt, et pour l'instant, notre stratégie n'est pas d'ouvrir tout seul les États-Unis. C'est un vaste domaine où beaucoup de Français sont partis et sont revenus, le drapeau américain coincé entre les fesses et les poches vides. Donc aujourd'hui, c'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on a fait en France et de le retranscrire, de le développer en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Autriche, dans les pays européens où on est ouvert. Et est-ce que vous avez trouvé en France, est-ce que vous faites partie de ces patrons qui expliquent que pour le faire en France, c'est le bon biotope, c'est le bon microclimat pour développer des affaires en France ? Est-ce que vous êtes comme Marc Simoncini qui aurait pu s'expatrier et qui finalement a fait le choix de rester en France ? Moi, je vis en France, je suis heureux en France. Je constate à la fois que c'est le pays qui attire le plus au monde de gens aisés qui ont envie d'y vivre. Et je constate paradoxalement que 40% des jeunes ou des Français, à la veille de Noël ou le 1er janvier, ont dit qu'ils étaient extrêmement pessimistes sur l'avenir. Pourquoi ce paradoxe ? Ça, c'est un vrai souci. Vous avez une interprétation ? Je pense que les gens ont peur de l'avenir parce que mon idée, moi, c'est que le monde évolue, a changé. La France a été riche à une époque, en partie grâce à l'apport des colonies, l'apport de toutes les matières premières qui étaient là-bas, de toutes ces possibilités de faire venir de la richesse dans le pays. Ensuite, elle s'est industrialisée, elle a été riche de son industrie. Et aujourd'hui, avec une période où il n'y a plus les colonies, où les matières premières coûtent cher, où on est dans une phase de désindustrialisation, il faut se réinventer.
Et je trouve le e-commerce une chance fantastique pour la France, parce que je crois que depuis qu'on a révoqué l'édit de Nantes, par exemple, on a envoyé les protestants monter des affaires commerciales en Allemagne, en Hollande, en Angleterre et ailleurs dans le monde. Et la France était fâchée avec le commerce et avec les bienfaits du commerce, l'argent, la richesse, etc. Et je crois que justement, le e-commerce peut réconcilier à la fois le côté créatif, puisque le e-commerce, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de faire des catalogues numériques et donc de pouvoir vendre des produits. Donc n'importe qui demain peut ouvrir une boutique. Et le e-commerce, c'est quoi? C'est que le monde entier peut rentrer dans cette boutique, justement. Et donc, la chance de la France, c'est de pouvoir créer des produits innovants. On crée des produits dans la haute technologie, on crée des produits dans la gastronomie, dans plein de choses. Créer des produits innovants, imaginatifs, être très créateur. C'est quand même le pays au monde où il y a la plus grande marque de luxe, avec l'Italie, mais peut-être même le plus grand groupe de luxe en français, et pouvoir ouvrir cette fenêtre au monde. Donc ça réunit l'e-commerce, la créativité et le commerce. Et je pense que c'est une grande chance et qu'il y a des opportunités fantastiques. Jonathan. Non, moi je me disais que votre discours il était quand même plutôt de nature à rendre les gens positifs. Juste une petite nuance, c'est-à-dire que sur l'étude dont vous parliez, c'est-à-dire que les Français sont défaitistes ou déprimés pour notre avenir commun, et en même temps quand on les interroge sur leur devenir personnel, ils ont confiance. Donc c'est ce qui fait peut-être aussi des entrepreneurs, ce qui fait des gens qui y croient à titre individuel et qui se disent moi je peux bouger les choses, mais voilà, c'est plutôt le tous ensemble qui inquiète et la réussite individuelle qui tire vers le haut. Non, moi j'avais une question sur le modèle de vente privée. Je me demandais si vous qui avez en fait appliqué un métier qui existait déjà, c'est-à-dire le déstockage, avec dans un nouvel environnement qui est le web, vous diriez que le principal enjeu c'est un enjeu de logistique pure tel que ça peut l'être pour du déstockage, ou c'est un enjeu de trafic, de fichiers clients et de conquête dans ces domaines-là? C'est quoi le nœud de votre business, quoi? Moi, j'ai découvert l'Internet dans la bulle Internet. Déjà, je comprenais rien de ce qui se passait. Des jeunes gens qui levaient des centaines de millions de francs à l'époque pour monter des entreprises dont je ne comprenais pas comment elles allaient pouvoir gagner de l'argent. Ensuite, explosion de la bulle Internet, il n'en reste plus qu'un. Jeff Bezos, Amazon. 2001, que fait Jeff Bezos? Il ouvre des entrepôts dans le monde entier. Et il continue de lever de l'argent alors que tout le monde dit c'est dingue, ses actionnaires seront ruinés, personne ne va remettre au pot les centaines de millions de dollars, les milliards de dollars qu'il a eu besoin pour monter son entreprise. Et l'Internet, je m'aperçois que c'est de la logistique. Finalement, c'est de la vente à distance. Donc il faut expédier les produits. Et c'est là où moi j'ai le déclic en disant mais comment faire avec mon vrai métier qui est le déstockage des marques, comment utiliser cet outil incroyable qui était un outil démultiplicateur de croissance. Et c'est là où arrive Vente Privée en 2001 et où l'aventure commence véritablement en 2003-2004 quand on valide le business model. C'est un business model tout simplement d'offre inférieure à la demande. Avant, mon métier c'était d'acheter les stocks le moins cher possible et de le vendre, des stocks de marque, et le vendre dans les solderies. Ça apportait pas vraiment de valeur ajoutée et puis les gens ne savaient pas qu'il y avait des produits sympas dans les solderies, seuls des initiés ou plutôt des gens qui vont dans les solderies parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les boutiques normales. Brusquement, avec Internet, je crée des catalogues numériques et je redonne vie aux produits et n'importe qui peut venir dans cette vente événementielle online. En créant cette dimension de privilégié, en tout cas de donner le sentiment qu'on est privilégié, d'où le nom de vente privée. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous avez accès à quelque chose qui dans la vie courante vous est inaccessible, voilà. Ce qui est vraiment l'inverse. C'est un événement qui est, voilà, à la base c'était les ventes de presse, les ventes privées, ça n'a pas été inventé par moi, les ventes privées physiques, c'était inventé par d'autres qui faisaient venir du monde en envoyant des invitations papier. Mais là c'est des ventes privées pour tout le monde, quoi. Et là, c'est ventes privées pour tout le monde, c'est-à-dire que la femme qui est dans la banlieue de Saint-Étienne, elle n'a jamais accès à certaines marques, et même quand c'est les soldes, elle n'a pas accès à certaines marques parce qu'elle va arriver après la lyonnaise qui est passée avant. Et là, brusquement, pour un jour, 2 jours ou 3 jours, elle a accès à des marques dont elle n'a jamais eu accès à ces prix-là. Mais c'est un événement, c'est-à-dire que ça s'arrête au bout de 2 jours. Après, il y a le côté sélectif du luxe et de l'environnement un peu luxueux que vous créez autour des produits. Et puis, il y a le côté déstockage de produits qui ne sont pas complètement exclusifs de l'année, de la dernière collection. Bien sûr. Et c'est ça le charme du truc. Ah bah oui, c'est redonner vie à des produits qui sont morts. Puisqu'ils n'ont pas été vendus, ils sont dans les entrepôts de la marque.
ils sont morts, ils sont obsolètes, puisque la marque elle va attendre ses nouvelles collections, a besoin de place dans les entrepôts, va pas aller les vendre moins cher dans les magasins, parce que sinon ça tue la collection en cours, etc. Et donc brusquement, nous, on prend ces obsolètes, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des décotes très importantes, Oui, obsolète, et ça on veut leur dire pas redonne cher vie. à acheter. On Ça prend les- ressemble un peu Bah oui. au travail que font les maisons de disques quand elles reprennent des vieilles chansons de fond de catalogue, qu'elles refont une compilation avec un livret, un DVD, enfin des choses qui Ouais, c'est- vont c'est- refaire c'est- vivre des vieilles chansons. C'est une façon de voir les choses, on refait vivre le produit, on est un petit peu les Comment vous avez l'idée justement Johan. Frankenstein, de glamouriser des trucs qui a priori sont un peu délaissés, un peu laissés de côté. Et comment justement vous faites pour combler le grand écart entre la jeune femme de Saint-Étienne qui a priori n'a pas d'argent et puis ce côté un peu Oh, ils ont Allez, de l'argent à luxe. Saint-Étienne. Mais pas tous. pas tous. Mais la question, c'est ça la force de l'Internet. C'est-à-dire que vous pouvez monter des boutiques virtuelles qui sont extrêmement belles parce que vous avez des web designers qui vous créent vos catalogues ou votre boutique. Et c'est ça qu'on a utilisé chez vendeprix.com, c'est la possibilité de dire, bon, ben, ce t-shirt qui est au fond d'un carton, parce que la marque ne l'a pas vendu, il en reste 10 000, 20 000, 30 000, brusquement, on va le faire porter par un mannequin qui va être extrêmement joli, bien coiffé. Le travail de qualité de la retouche est extrêmement important. En On gros, redonne vous vie faites au du produit. Steve Jobs. Vous prenez des technologies qui existent déjà et puis vous les mettez dans un joli paquet. Alors, ça, c'est une critique de Steve Jobs. Je ne sais pas si elles existent déjà ou s'il en crée. Ça, je ne suis pas assez bon pour vous répondre à ça. Mais c'est vrai que le packaging des objets qu'il crée est assez beau. Mais j'imagine qu'il y a quand même des choses à l'intérieur. Oui, non, mais les technologies existent déjà ailleurs, mais elles ne sont pas forcément aussi... Il en fait un objet de désir. Et finalement, et ça rejoint les questions que vous posez, vente privée, c'est un site on désire parce qu'il se passe quelque chose. Moi, je vends 45 millions de produits. Je pense qu'il n'y en a pas un que je vends dont les gens avaient besoin. Mais ils sont là, c'est pas cher, c'est une marque, c'est dans un coffret désirable. Ils peuvent le rendre, ils font confiance, ils mettent leur carte de crédit et ils se font un petit plaisir. Et dans ce monde où on a du mal à se faire des petits plaisirs, où on est pessimiste, c'est agréable de se faire un petit plaisir quotidien. Jacques-Antoine Grandjean, est-ce que Tati a loupé le coche? Est-ce que Tati aurait pu faire ça? Tati avait d'abord le grand-père de Fabien Waki, je crois que c'est lui qui a inventé le métier de soldeur en France, c'est le premier. Donc on vient tous de là. Ensuite, c'est vrai que son petit-fils, ou je ne sais pas si c'est son fils Fabien, avait d'autres ambitions dans la vie. C'est plutôt un artiste. Il n'a pas mené l'aventure Tati là où elle aurait pu aller. Rocker Donc, plus que des stockers, quoi. Voilà, il était habité de beaucoup de choses et il a fait autre chose. Je pense que Tati, à un moment donné, a été très branché parce que justement, il avait ce look branché. Il parlait musique, il parlait au Dalai Lama, etc. Mais ça n'a pas duré. Et donc finalement, l'entreprise a végété et elle a été rachetée. Et aujourd'hui, c'est un soldeur classique qui fait le métier à l'ancienne. Il a loupé le base, coche. Il a loupé le coche ou pas? La marque était très très typée Tati, c'était quand même très Barbès, très typé Barbès. Donc il aurait fallu à ce moment-là la nourrir beaucoup plus quand Fabien Waki est parti sur les robes de mariée aux États-Unis. Ouais. Où c'est complètement Sur le planté d'ailleurs Tati Or aussi, qui a été plus parce qu'on vend pas de robes de mariée pas chères en Amérique parce que c'est le moment le plus Justement, important il faut des Américains, dépenser, c'est leur quoi. mariage. donc il faut On a dépenser. plein de questions via Twitter. Si vous pouvez y répondre très rapidement parce que Jonathan et, moi, je piaffe, et Johan piaffent tous les deux. Alors, Valentin nous dit à quel point de votre aventure avez-vous eu envie de pester contre la France, ses règles et sa bureaucratie? Vous avez un peu répondu. Vous avez dit que finalement on peut entreprendre en France et vous êtes content. Oui, on peut entreprendre en France. Et puis j'adore une phrase qu'a dit mon ami Xavier Niel l'autre jour. Un journaliste qui lui demandait si c'était de gauche ou de droite. Il a répondu mais rester en France, c'est être de gauche, non? Alors, The J'adore New cette Deal, phrase. elle est marrante. The New Deal vous demande. The New Deal cite le nom, toujours sur Twitter, cite le nom d'un de vos collaborateurs qui est responsable de la stratégie de développement de l'entreprise ainsi que du rayonnement international. Est-ce que ça fonctionne bien pour lui? Le début de la question, c'était Le début, c'était, on cite le nom d'un de vos collaborateurs que je ne veux pas citer parce que Eh ben, comment voilà, je sais si ça il est fonctionne bien responsable pour de la lui stratégie de développement de l'entreprise à l'international. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous êtes content de ce collaborateur?
Vous Sinon, pourrez faut lui donner, dire en direct vous ce pourrez, soir, hein. vous pourrez donner son nom si vous voulez. J'ai pas son nom, mais il y en a plusieurs parce que la stratégie internationale. C'est un DG, c'est le DG, c'est votre DG. Ah, mon DG. Ouais, comment il Je suis s'appelle? extrêmement content. Hervé Parizeau. Ouais, c'est lui. Ah oui, je suis extrêmement content. Bon, voilà. On est Bon, vous avez extrêmement répondu à la question. complémentaires, 1500 collaborateurs, une diversité de métiers, de managers, une entreprise jeune qui a grandi très très vite. Oui, je suis Bon, content d'accord, vous d'avoir êtes content Hervé du près de DG. moi. Ouais. Dernière question. Quel est, Jacques-Antoine Grandjean, votre dernière acquisition fierté pour la déco de votre bureau qui est truffé d'œuvres d'art et c'est pas un secret? La dernière acquisition, c'est une petite photo de David Hamilton. Voilà, vous avez répondu à les questions, Jonathan, ensuite Johan. Je voulais revenir sur. Vous disiez, c'était assez juste évidemment que Tatis et Barbès et que vous avez réussi à casser cette dimension, j'allais dire paupérisée du métier de destocker. Et je voulais vous poser une question sur cette personne virtuelle qui anime le site et la communauté vente privée, Cécile de Rostand. Oui. Donc avec une particule, avec un nom qui résonne comme l'avenue Montaigne ou le 16e, enfin quelque chose d'un peu happy few haut de gamme. Vous pouvez nous décrire un peu ce qu'est son rôle dans la communauté vente privée, sachant qu'elle n'existe pas. Hein. Bien sûr qu'elle existe. Bah, c'est une personne virtuelle. Hein. Ah, pas du tout. C'était Ah une bah personne alors il faut bien vérifier réelle votre et fiche Wikipédia assez vite. non, Hein. c'est une personne bien réelle et bien physique. Donc Quand Cécile, on a démarré- Cécile de Rostand n'est pas une légende urbaine. Mais elle ne s'appelait pas Cécile de Rostand, Ah. elle s'appelait Ah. Cécile de... Et c'était les premiers mails qu'on envoyait, 2001, 2002, 2003, mais il y avait moins de monde qui les a gardés. Ça s'appelait Cécile de Tchagin. D'accord. Et donc, à cette époque, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, que l'Internet, c'est extrêmement virtuel. Le e-commerce, c'est extrêmement virtuel. Vous arrivez sur un site, c'est un écran avec un ordinateur. La plupart des gens ne savent même pas comment ça fonctionne. C'est plugué, il y a des informations qui viennent d'un câble. Personne ne comprend rien. Brusquement, il y a des photos numériques de produits qui ont été quand même colorisés, changés. Les filles et les mecs, les mannequins qui sont là n'existent pas. Ils ont tous été retouchés, les jambes sont allongées, les visages sont transformés, etc. Vous payez en carte de crédit l'argent que vous ne savez même pas, parce qu'en général, c'est des petits achats, donc vous n'allez pas vérifier s'il est réel sur votre compte. Vous mettez votre carte de crédit. Tout ça, c'est très désincarné. Et la relation se réincarne quand il y a un problème, vous avez une voix qui vous répond et pas un mail automatique. Quand le colis arrive et qu'il correspond à la réalité et que votre expérience de shopping et votre désir est enfin comblé par ce colis. Et donc, dans ce monde désincarné, je ne voulais pas que ce soit vente privée qui envoie l'invitation. Je voulais que ce soit un nom. Donc, une des premières salariées de vente privée en 2004 s'appelait Cécile de Tchagin, comme je l'ai dit, et c'était elle qui a envoyé les invitations. Puis brusquement, quand il y a eu le buzz et que ça a commencé à marcher, parce que il y avait de plus en plus de mails qui étaient envoyés, et Vente Privée est une boîte qui marche en parrainage, vous devenez que si quelqu'un vous a dit tu devrais t'inscrire, c'est bien. Dans les dîners à droite à gauche, on ne parlait plus que de Cécile 2. Et là, je me suis dit c'est quand même embêtant parce que c'est son nom. Je vais donc changer, et donc là, on a créé un nom virtuel qui est Il n'y avait Cécile pas la volonté de créer un nom en Rostand. particule pour incarner une dimension Non, de gamme. c'est Ça le vous est hasard. tombé dessus, Elle quoi. s'appelle Cécile de Tchagin C'est marrant, à la ça base. paraît Maintenant, elle est hyper mariée, logique, elle a ouais. un autre nom. Donc c'est la Et- deuxième personne et la donc- plus connue de l'entreprise après vous. Et exactement. Donc après, j'ai dit ce nom, maintenant désormais, ça sera Cécile Donc de même si elle Rostand. quitte l'entreprise, il restera toujours une Cécile de Rostand. Exactement. C'est comme dans la BD Le Fantôme, il a beau mourir, il se réincarne petit à petit de père en fils. Johan Hufnagel. Est-ce que vous pensez pour réussir sur le web, notamment dans votre métier, est-ce qu'il faut être pure player? Donc, n'exister que sur le web, est-ce que c'est une condition nécessaire à la réussite? Ou est-ce que les click and mortar, comme on disait, ont la capacité à un moment de devenir soit des leaders, soit des gros acteurs de l'Internet? Moi, je viens véritablement du mortar. C'est-à-dire que je viens d'un vrai métier réel. Des commerciaux, des entrepôts, et je vends à des gens qui avaient des magasins. Et je suis devenu complètement Internet 100%, mais parce que j'ai un métier bien spécifique et que je peux le faire 100% sur Internet. Mais l'avenir du e-commerce, c'est le cross-selling. C'est-à-dire, c'est absolument pas la disparition des boutiques, des centres commerciaux, etc. C'est les marques vont avoir toutes des sites de e-commerce petit à petit. Aujourd'hui, elles ne savent pas encore tout à fait comment le faire, mais il y en a qui commencent à bien le faire. Et l'e-commerce et l'Internet n'est absolument pas concurrent des boutiques. L'e-commerce, c'est un complément. C'est 24 heures sur 24, 360 jours par an. Et ce smartphone qu'on a tous, que ce soit un iPhone ou un Windows 7 ou ce que vous voulez, c'est la baguette magique du monde libéral et de l'économie de consommation dans laquelle on vit. Puisque pour les jeunes, c'est le prolongement de leurs doigts et c'est leur baguette magique pour accéder à tous les biens et tous les services.
Mais ça ne veut absolument pas dire que les magasins, c'est fini, parce que les gens aiment se rencontrer, les gens aiment se balader, les gens, l'agora, la foule, on aime bien communier ensemble physiquement dans l'incarnation. Et donc, ce qui est important, c'est que les deux vont fonctionner ensemble. Donc une marque doit avoir un magasin qui lui permet, avec une borne, si la personne qui est dans le magasin a envie de se faire livrer, de commander sur Internet et de se faire livrer chez vous. Comme ça, vous ne partez pas avec les paquets, vous pouvez aller au cinéma. C'est ce que font déjà les Japonais. Les Japonais ont ça. Les Japonais, ils arrivent en train à Tokyo et ils ne passent pas leur journée à porter leurs paquets. Non. Ils se font envoyer les paquets chez eux. Le soir, quand ils rentrent, les paquets sont là-bas. De la même façon, un magasin est fermé, vous sortez du restaurant, vous voyez un petit sac, vous rentrez chez vous, vous le faites livrer. Le cross-selling, c'est stratégique pour les marques. C'est-à-dire que tout part de l'entrepôt et les points de vente, c'est soit les boutiques, soit le net. Et à ce moment-là, les boutiques ont besoin de développer ce qu'on appelle l'expérience de shopping, le shopping émotionnel. Qu'est-ce qui fait que demain, vous allez vous souvenir, parce que c'est très compliqué de se souvenir d'une marque quand on veut acheter un produit. Il y aura tellement de marques. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez vers une et pas vers une autre ? Le côté, quand vous avez croisé dans la rue un magasin qui vous a donné envie, ce désir-là, par ses produits, par l'expérience de shopping, par ce qui se passe dans la boutique. Je vais vous donner l'exemple d'Armani. Je ne fais pas de pub, hein. Je suis jamais rentré dans une boutique Armani. Mais aujourd'hui, Armani, c'est plus des boutiques de fringues, c'est des restaurants. Donc vous avez fini votre plat de spaghetti. Qu'est-ce qui est plus sympa qu'un plat de spaghetti à la tomate un samedi chez Armani ? Et après, il y a la boutique, vous passez devant, puis vous aimez pas, mais un jour quand même vous descendez parce que vous avez votre fille qui vous dit tiens papa on va voir là, ou alors ils vendent des disques aussi. Nighttown, expérience de shopping énorme, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils auraient pu faire une énorme cafétéria avec un hamburger, tous les matchs, etc. Ils ont fait 6 étages de fringues, alors au bout d'un quart d'heure on n'en peut plus. Mais c'est une nouvelle expérience de shopping. Je pense que c'est ce qui va se développer. C'est-à-dire des ventes sensorielles, émotionnelles. C'est Colette la marque, qui a été Le précurseur. concept store, non en fait, quoi. Colette a été Non, parce précurseur. que Colette, c'est plein de marques et c'est super, Colette, c'est une Mais- véritable expérience aussi. Mais pour Armani, c'est pas un aveu d'échec. Quand on vend des fringues, qu'on est censé être une référence pour certaines personnes dans ce milieu-là, se dire que la seule façon de faire entrer un client chez soi, c'est de lui offrir à bouffer, Ouais, Est-ce mais que là, c'est- là, non, c'est mais une je dis un peu caricature, con- là. c'est une caricature, mais c'est pas La loin de ce que vérité. vous décrivez quand même. Pas du tout. Vous dites qu'en gros, chez Nike, il y a que des étages, au bout d'un quart d'heure, on en a marre, alors que quand on est chez Armani, on a bouffé son plat de pâtes, et donc peut-être on va se laisser aller par hasard Bon, à acheter c'est une un peu fringue. caricaturé, je dis pas exactement Non. ça comme ça. Vous voyez Ce que veux je dire ou dis, pas, c'est quand même que l'offre de fringues est tellement énorme et dans nos sociétés de consommation, on a quasiment tout. Et tout, alors selon ses moyens bien sûr, mais on a accès à beaucoup de choses. Ça suffira plus aujourd'hui demain pour vendre, parce qu'en plus avec l'internet, on peut avoir accès à tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de désirer des choses. Et ce désir, il vient de l'émotion que la marque va vous envoyer. J'ai pris Armani comme exemple, mais quand Agnès B fait, il y a longtemps maintenant, dans sa galerie, des expositions de tableaux, elle est déjà en train de travailler son expérience de shopping. Elle vend des sweatshirts et des Bien t-shirts sûr. et ce que vous voulez. Mais derrière, elle dit, voilà, moi je m'intéresse à des artistes, à la photographie, etc. Et on partage. Et c'est ça l'avenir. Vous allez voir que les marques auront moins de magasins partout, C'est un univers, mais, en fait. mais quoi. des univers très puissants qu'elles développeront et elles vont devoir l'élargir. Aujourd'hui, Diesel l'élargit aux bijoux, aux montres, aux trucs, aux machins. Il va falloir l'élargir à des choses émotionnelles. Et c'est ces magasins-là qui vous apporteront de l'émotion et vous aurez envie d'aller acheter ces produits sur Internet au milieu de la multitude de toutes les marques qui vont se créer dans les prochaines décennies. Après les émotions, la politique et le social, dans un instant. Europe 1 présente Ça va ? On devrait avoir un retour. Petit stream entre amis avec Jacques-Antoine Grangeon, patron de venteprivée.com. Jacques-Antoine Grangeon, vous avez souvent dit que vous étiez attentif au bonheur des salariés qui travaillent chez vous et attentif à ce qui se passe dans la cité, que vous étiez fier d'avoir investi notamment en Seine-Saint-Denis, ce qui était assez emblématique. Ce qui est pas un endroit facile dans lequel développer des entrepôts qui livrent des produits. Oui, c'est souvent remarque que embouteillé en ce moment. les grandes La marques. plaine Saint-Denis, là, c'est le bordel pour y aller. Oui, c'est le bordel. Et puis, c'est un département difficile. Il y a la diversité, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de chômage. Moi, je pense que c'est un acte courageux d'avoir
Je crois qu'on a 70 000 mètres carrés d'entrepôts. C'est les anciennes imprimeries du monde, c'est ça? Non, ça c'est les bureaux. Ça, c'est les bureaux, Ça d'accord. c'est les bureaux. Donc là, moi j'y suis depuis 1996. Je les ai achetés en 96 ces bureaux, donc bien avant l'existence de vente privée. Et les entrepôts, c'est Mais les grands trucs roses qu'on voit Ça quand c'est on les est sur petits le- entrepôts, ceux-là. Mais D'accord. j'en ai d'autres à Mitry-Mory, au Tillet. Et je pense que c'est un vrai acte d'engagement d'être là-bas. Alors je suis pas que là-bas, je suis aussi dans la plaine de l'Ain à Donc rester Lyon. en France, c'est déjà être de gauche, et aller en Seine-Saint-Denis, c'est être encore plus. Ah, je pense C'est que du c'est travail. faire, Voilà, c'est- je il y pense a une que c'est dimension faire de- un véritable acte de citoyen, dire, quoi. bah oui, c'est de dire, on n'est pas seul au monde, on est dans un département qui m'a apporté beaucoup, j'y travaille tous les jours, j'y passe 14 heures par jour, bah oui, mes entrepôts, en tout cas au moins une grosse partie, une partie importante doivent être là. C'est la partie c'est l'écosystème des entreprises et on se doit de ça, je pense. Alors- Le progrès social et les réussites de chacun doivent être partagées le Partagé plus sur possible. place, quoi. Alors justement, Le problème en France, je vous coupe David, Ouais. c'est que souvent on veut partager les richesses avant de les créer. Et je pense qu'il faut non seulement les créer, mais les pérenniser. Et trouver la juste équation pour ça. Alors justement, un des signes de cette volonté de vous engager dans la vie de la cité, c'est le fait de vous être impliqué dans la création d'une école avec Simon Signy qui s'appelle L'EMI. oui, l'école supérieure de l'Internet. École européenne des métiers de l'Internet. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi vous y êtes allé? Et quelle est votre implication là-dedans? Vous Alors- payez? Ça vous coûte des sous? Alors, non, c'est plus que ça. D'abord, c'est pour moi, je ne vais pas parler pour Marc ou pour Xavier Niel ou pour Marc Simoncini ou pour Alain Malvoisin, qui est la personne qui va s'occuper de tout le cursus pédagogique et diriger l'école, et Stéphanie Kierdrel, qui est la directrice de l'école. C'est une école qui va ouvrir en septembre, mais qui est partie juste au moment d'un déjeuner avec Marc et Xavier. J'ai dû dire, où Marc m'a dit, bah, moi j'adorerais faire une école, et moi j'ai dit, bah, moi aussi, j'y pense depuis longtemps. Marc a dit aussi, Xavier aussi. Personne ne savait comment enclencher la chose. Et un jour, j'ai le directeur, le propriétaire d'une école que je connais qui m'avait appelé et qui m'avait dit moi j'adorerais faire une école des métiers de l'Internet, je pense que c'est l'avenir. Et donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit très pratique pour le démarrer, alors que nous, c'est pas notre métier de faire des écoles, c'est un vrai métier. Et nos trois volontés ensemble, c'est une véritable entreprise ensemble. Donc déjà, c'est privé, c'est 4 actionnaires, c'est nous qui le finançons, c'est notre projet et ça démarre comme une petite entreprise. Et vous vous adossez à des gens qui savent faire, qui sont dans la Et on formation s'adosse, déjà. Eh bien évidemment, à Alain Malvoisin, dont c'est le métier depuis toujours. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école? Alors, premièrement, le constat c'est quoi? Le constat c'est que l'e-commerce existe depuis 15 ans, inventé par Jeff Bezos, en tout cas c'est ce qu'on retiendra l'histoire. Le commerce existe depuis 100 000 ans. Donc il y a plein d'écoles de commerce, d'écoles de e-commerce, il n'y en a pas beaucoup et pourtant il y a des changements fondamentaux. Ensuite, il n'y a pas que l'e-commerce, moi c'est ma partie. Xavier, c'est du marketing fantastique, de la technologie fantastique, télévision HP, l'inventeur de la box, vous le connaissez. Marc, c'est un marketing de l'Internet, c'est lié sur le divertissement, le trafic, le pure player Internet. Donc il y a 3 métiers différents, provider, pure player, e-commerce. Et un constat. Le constat, c'est qu'on a inventé ces nouveaux métiers. On les a inventés. On a embauché des gens qui venaient d'autres formations et à qui on a dit voilà, on va faire un catalogue numérique. Comment on fait pour aller plus vite? Comment on fait pour faire mieux? Comment on fait pour ça? C'est dans ma partie. Et eux aussi, dans leur partie, ont inventé ces métiers-là. Donc, on a vraiment des problèmes de recrutement en permanence. Des gens qui comprennent vite, qui savent ce qu'il y a derrière l'écran, qui comprennent ce que c'est que l'Internet, les bons réflexes à avoir. Et je pense qu'il y a plein d'écoles qui forment à ça, mais pas spécialement directement à ces métiers. Alors justement, Donc- quelle analyse du marché de l'emploi, vous conduit à dire il n'y avait pas suffisamment de diplômés ou spécialisés là-dedans? Vous avez identifié, vous manquez en recrutement de candidatures dans ces métiers-là de l'Internet? Ah oui, je pense qu'il y a Ou de bien sûr compétences, tout simplement, hein. bien sûr, il y a des écoles qui vous donnent des compétences très techniques de développeur ou de web design ou de plein de choses. Mais en tout cas, une école qui prend les gens après le bac, qui sont des gros bébés, hein. Un mec de 18 ans qui a son bac, c'est un gros bébé. Il sait pas ce que c'est qu'une TVA. Alors ça, vous allez me dire, c'est une école de commerce, mais quand même, quand on monte une entreprise, c'est pas mal d'avoir les bases. Une facture il sait pas même, il sait pas ce que c'est qu'une facture. Donc déjà, il y a un cursus d'entreprise. Et puis après, il sait pas ce qu'il y a derrière l'écran normalement. Sauf si c'est un geek et qu'il a tout compris, mais il sait pas ce qu'il y a derrière l'écran. Et brusquement, on va lui apprendre que derrière l'écran, il y a plein de métiers différents. Il va choisir
vers lesquels il veut s'orienter, et on va lui donner quelque chose d'extrêmement concret. Donc à la fois, il y a un tronc commun, qui est le tronc qu'on pourrait trouver dans des écoles de commerce, du droit, de la compta, de l'anglais, etc. Après, il y a la spécificité des métiers donnés par des gens qui font ça depuis 10 ans, 12 ans, et qui ont vachement envie de transmettre leur savoir. Ensuite, il y a des interventions avec des gens de l'Internet qui viennent parler. Moi, je me souviens, quand j'avais fait mon école de commerce, quand quelqu'un venait me parler de son métier pendant 2 heures, soit ça me gonflait, donc je savais que je n'irais pas vers ce métier, soit c'était fascinant, et je me disais, waouh, il y a des expériences intéressantes. Vous allez enseigner, vous ? Enseigner, c'est un grand mot, ça serait arrogant. Moi, je suis pas du tout je vais pas enseigner. Mais allez, moi, je le fais déjà à Sciences Po, ça m'amuse, et quand on m'invite, j'y vais. Pourtant, vous avez raté Sciences Po, il n'y a pas de rancune. Et j'ai raté Sciences Po. Non, c'est plutôt. Ouais. Mais c'est une revanche. C'est élégant. Et je le fais au Masters d'HEC, donc c'est vachement intéressant parce que je viens pas enseigner, j'ai rien à leur apprendre, mais je viens leur raconter mon histoire. Alors après, si ça donne l'énergie à un seul de créer son entreprise, c'est génial. Johan, est-ce que c'est pas un échec de l'éducation nationale de ne pas avoir su ou de ne pas avoir tenté de faire véritablement d'apprendre un peu ce qu'est Internet aux élèves français, d'être toujours dans une espèce de défiance de ce qui est transmis sur le réseau. Est-ce que vous ne sentez pas ça dans l'éducation nationale ? On fait une école parce que ces métiers, parce qu'on n'a pas su transmettre l'Internet dans les écoles françaises. Bon, je regarde plutôt devant. Moi, ce que je sais, c'est que les hommes politiques comprennent pas grand-chose à la révolution de la mutation de la consommation par les jeunes qui vont demain avoir des smartphones. Donc, ils protègent plutôt les lobbies de fédérations, de petits magasins qui, de toute manière, s'ils ne se renouvellent pas, vont beaucoup souffrir. Donc, c'est pas l'Internet contre le reste du monde, c'est ensemble, en France, et on peut rayonner. Donc je regarde pas trop derrière. Justement, est-ce que vous auriez pas intérêt à vous dire, attendez, l'enjeu, l'avenir, il est que ce soit en Seine-Saint-Denis, à Paris, de dire, il faut que maintenant l'internet fasse partie des cursus traditionnels. De toute manière, il devrait y avoir accès. Il devrait y avoir un Internet social. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès pour pas cher du tout à Internet. Les ordinateurs devraient être fabriqués pour que tout le monde puisse avoir une tablette facilement dans les écoles. Il devrait y avoir, des outils mis en place. On dépense tellement d'argent, beaucoup de choses inutiles. Mais il y a beaucoup de conseils régionaux quand même qui font l'effort d'offrir des ordinateurs et des connexions à alors leurs ce qu'on élèves. dit, c'est que si on offre des millions d'ordinateurs, on va enrichir les Chinois qui les fabriquent ou Taïwan qui les fabrique. Alors on le fait pas, mais à un moment donné, il faut dépasser ça. Faut que cet outil soit utilisé, véhicule à la fois les idées, les biens, les services. vous avez l'occasion de dire à des responsables politiques ou économiques que votre vision, de la partager Quand vous êtes allé à l'Élysée, visiblement, avec un certain nombre de happy few poids lourds du web, est-ce que c'est un message que vous avez martelé, cette idée ? C'était plus un déjeuner sur... J'y étais, j'étais très heureux d'y être, parce que moi je représentais l'e-commerce. C'était plus un déjeuner sur la liberté, les blogueurs. On va en parler en troisième partie, sur la régulation. Alors, c'était pas sur le moi, business. J'avais rien à vendre. J'étais en train de dire, moi je pense qu'il se passe quelque chose de fantastique avec l'e-commerce. La consommation évolue. Il faut être au courant de ce qui se passe, parce que sinon on rate le train. Juste pour revenir sur l'école, j'ai 2 questions concrètes. Il y avait une dépêche qui est tombée mi-janvier, il y avait des questions en suspens. On ne savait pas où est-ce qu'elle serait située, cette école, donc je me demandais si votre logique Seine-Saint-Denis allait jusque-là. Non, elle sera à Paris ou en proche banlieue. Ça reste, c'est pas encore signé, quoi. Ça sera pas encore à la Plaine Saint-Denis. Pour une simple raison, c'est que la Plaine Saint-Denis aujourd'hui est encore trop dangereuse. Moi, j'ai 70% de filles qui travaillent dans les bureaux de l'avenue du Président Wilson, et j'ai des agressions régulièrement. Et donc, l'endroit n'est pas encore assez sécurisé. S'il y a un message à faire passer, c'est qu'à un moment donné, je ne peux pas envoyer les étudiants de 18 ans à la Plaine Saint-Denis. Et juste pour savoir, parce que c'est post-bac, juste combien ça coûterait à peu près ? C'est comme une école privée, ça coûterait entre 8 000 et 9 000 euros. C'est une école privée, vous y rentrez post-bac, mais même si vous avez raté le bac, peut-être que vous pouvez être candidat quand même, parce que si on sent l'énergie, si on sent le désir, il y aura une possibilité d'y rentrer, il y aura des bourses. Vente privée fera des bourses pour que quelques étudiants puissent accéder à ça. Il y aura des prix pour les familles qui ont moins de revenus, et on fera en sorte, ça existe dans plein d'écoles, il y aura des prêts étudiants à négocier avec les banques. Oui, on fera en sorte que ce soit un succès, mais vous savez, c'est une aventure qui démarre. Peut-être qu'on aura que 80 élèves la première année. Et si on en a 80 la première année, on construira cette école avec eux. Eh bien, on ira au résultat. Partie suivante, on va parler des grands débats du web. Europe 1 présente Petit
Stream entre amis reçoit ce soir pour cette troisième partie consacrée aux grands enjeux du web Jacques-Antoine Grandjean, patron de venteprivée.com. Pardonnez-moi. Alors, on a commencé à en parler dans les échanges précédents. Ce fameux déjeuner de l'Élysée a fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas fait bloguer pas mal. Racontez-nous ça un peu de l'intérieur. Comment vous avez vécu cette invitation? Et finalement, vous étiez-vous un peu décalé? Vous nous dites que vous étiez venu parler business, on vous a parlé de régulation. Oui, moi j'étais venu parce que je suis venu, parce que j'étais invité d'abord. Donc ça me fait plaisir, j'avais jamais déjeuné à l'Élysée, j'étais invité par le président de la République, donc j'étais très content d'être là. J'étais jamais rentré dans l'Élysée, donc c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu qui est... oui, c'est un lieu qui, je comprends que certaines personnes... que ça tourne la tête à certains. Ça puisse tourner la tête, oui, bien sûr, parce que quand vous arrivez, il y a tout un cérémonial, c'est le lieu de pouvoir de la France, c'est quand même un truc incroyable. Donc je me suis retrouvé là, j'étais ravi d'être à côté du président de la République, qui m'a pris à sa droite. Ah, poids lourd du web quand même. Non, mais tout le monde a Ouais, observé c'était où les très, gens étaient très assis. sympathique d'être là. Maintenant, autour de la table, il y avait pas mal de blogueurs et le sujet est très vite allé tout de suite sur la liberté, attention, ne faites pas de contrôle, Adopi, tout ça. des sujets où j'ai mon opinion, ouais, mais C'était pas le cœur de votre activité. Hein. Ouais, j'avais pas mon avis à donner, ça intéresse personne là-dessus. C'est quoi votre avis? Nous, ça nous intéresse. Sur les questions de liberté, de régulation sur Internet, c'est quoi votre credo, votre religion, vous? Libertaire ou régulateur? Non, mais je pense que de toute manière, il faut accompagner cette liberté par des règles. Il faut l'encadrer. Il y a une vague. Je trouve que les hommes politiques ont plutôt peur de cette vague, de ce côté libertaire. Ils en ont peur. Et alors, comme ils savent pas, ils ont encore plus peur. Ils se crispent. Et je connais pas beaucoup de surfeurs qui réussissent à surfer une vague s'ils sont complètement crispés. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'accompagner ce mouvement en encadrant et en surfant cette vague. Adopi, c'est un moyen d'accompagner. Réguler, c'est un moyen d'accompagner. Est-ce que Adopi, c'est une grosse connerie. Non, elle est contournée. Elle crée tellement de polémiques, tellement de choses inutiles. Je pense qu'il faut trouver. Mais les maisons de disques ont gagné tellement d'argent pendant des années. Brusquement, elles veulent se protéger. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'un chanteur, pour gagner de l'argent, il va falloir qu'il aille chanter en concert. Voilà, il aille chanter en concert. Et puis quand il chantera en concert, les gens seront ravis de payer le téléchargement du disque éventuel s'ils ont envie d'avoir ce disque. Il faut changer la façon de consommer Sachant la que musique. ceux qui téléchargent le plus de façon illégale, il y a une étude récente de l'Adopi, sont ceux qui par ailleurs consomment le plus en téléchargement légal. Ouais, Donc ça règle la C'est question. pour ça qu'il y a un équilibre et que... Moi, j'avais juste rebondi 2 secondes, j'avais envie de vous faire réagir. On avait Marc Simoncini, on l'a dit plusieurs fois dans ce fauteuil il y a quelques semaines. Face à des géants comme Facebook, comme Google, qui posent d'autres problèmes que le business model en termes de respect de la vie privée, enfin toute question ou de collecte de données, ce genre de choses, il avait employé un mot assez fort qui était celui de barbare, qui du coup faisait écho au mot du président de la République qui souhaitait un Internet civilisé. Ouais. Je voulais savoir si vous souscriviez à cette vision un peu dure de ces géants américains sont des barbares, et si vous êtes d'accord avec le président pour dire qu'Internet a besoin de se civiliser. Moi, je trouve que Facebook, c'est un endroit pour adolescents qui sont recroquevillés dans leur vie de pré-ado. Et brusquement, ils découvrent le monde. Ce monde virtuel où ils peuvent tout faire, tout dire, montrer les photos, être complètement exhibitionnistes, montrer des images d'eux qui ne sont pas vraiment dans la vraie vie, jouer avec leur image, avec leur timidité. Et je pense que plus on grandit, plus on s'éloigne de Facebook. Donc pour moi, le marché de Facebook est immense parce qu'il y a Il y aura toujours des jeunes. toujours des jeunes. Et le marché, c'est 6 milliards ou 7 milliards de personnes. Mais je pense que en avançant dans la maturité de l'âge, ce qu'on veut surtout, c'est de plus être sur Facebook. Donc, je comprends très bien ce que dit Marc en disant, finalement, c'est une forme de barbarisme parce que c'est un endroit de débauche pour adolescents. Et après, on va quoi? On va sur Twitter? Twitter, non, mais Twitter, c'est bien pour l'interactivité, c'est fantastique pour déclarer ce qui se passe. Ça crée des révolutions. Twitter, donc ça, c'est fantastique. En même temps, toutes les startups Internet, toutes les marques sont en train de se casser la tête et d'inventer des nouvelles choses Je crois pas une seconde. pour faire du mal. Alors justement, on va en parler, c'est intéressant. Et toutes les marques veulent être présentes sur les réseaux sociaux. Oui, tout le monde. Vous n'y croyez pas, pourquoi? Mais parce que les réseaux sociaux. Bon, alors, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est Link. Ouais, je ne le prononcerai pas pour vous. Okay. LinkedIn. Voilà. LinkedIn. C'est Facebook. Ok, mais moi, les marques regardent-elles le comportement des ados?
Moi, j'ai 3 enfants. Je regarde ce qu'ils font sur Facebook. Ils mettent des photos que je dois pas voir, mais quand même ils les mettent, donc ils savent que on peut me les pourriez les montrer. voir, ouais. Peut-être qu'ils ont des comptes cachés, mais finalement, le compte caché, à un moment donné, c'est plus drôle si on a les comptes cachés. Et les marques décident que là, ouais, super, c'est génial, on va pouvoir leur vendre plein de produits, mais c'est les prendre pour des imbéciles total. Les jeunes, ils vont acheter des produits là où ça les arrange. Et alors, aujourd'hui, tout le monde dit bah, c'est viral, donc s'il y a une bonne affaire, vous allez la faire circuler. C'est Groupon aux États-Unis. Donc, il y a Happy Hour, hein, parce que Groupon, c'est Happy Hour, hein, c'est la bière à moitié prix. Donc, c'est super, Happy Hour. Dites-le à vos copains, comme ça, vous venez nombreux. Mais moi, je suis Groupon bien avant ça, j'ai 13 millions de membres. Je leur envoie un mail. Oui, la communauté, Je c'est leur vous qui fais- l'avez. Je leur fais pas. Ouais, moi je l'exploite Ouais. pas ma communauté, je la laisse complètement libre. Je pourrais faire un peu plus pour qu'elle s'anime, mais elle s'anime toute seule. Et puis si je suis pas bon, elle s'anime C'est pas les parce événements qu'elle qui vient l'animent, pas. en fait. Bah, voilà. Donc moi je pense que aller en plus de tout ça, dire t'as vu, j'ai acheté un beau t-shirt, tu devrais acheter le même. Moi je n'y crois pas du tout. Je crois pas à ce commerce-là. Moi je crois au commerce du désir, de l'innovation, du designer, du produit, de la mode. Non, non. Et ils n'ont pas besoin qu'on leur mette ça Mais dans à la votre figure échelle, le sur Facebook. parrainage, c'est de dire, moi, je suis déjà sur vente privée, j'en suis content, je fais de bonnes affaires. Tiens, tu devrais aller voir. Donc, on est quand même dans une démarche de vouloir transmettre le côté bonne affaire dans un réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, La clé du net, on c'est est le trafic. à la marge de ça, La quand clé même. du net, c'est le trafic. C'est comment vous faites venir des millions de personnes sur votre site. Soit vous créez des événements, et les gens viennent parce qu'il y a des événements. Hein, c'est quoi? On vient sur Google parce qu'on se pose des questions. On vient sur Europe 1 parce qu'on veut écouter les infos. On vient sur des sites de gambling parce qu'on est addict au jeu. On va sur les sites de sexe parce que les gens sont addicts au sexe. Et donc, on vient parce qu'il se passe... Ou la météo. Parce qu'on est addict à la météo. C'est moins drôle que d'autres choses. Ça, c'est dur. Hein. Et la bourse, tout commence par le sexe et la bourse, hein, l'Internet. Hein. Faut pas oublier quand même. C'est que c'est la bourse. Bah oui, la bourse parce que ça change tout le temps. Donc, on est accro à ce gambling des valeurs qui montent et qui descendent. Et vente privée, c'est les événements. Donc j'ai du trafic parce que tous les jours, il y a des événements. Si vous ne faites pas d'événements, vous êtes une marque normale. Il faut faire de la pub. Coucou, venez chez moi. Alors vous achetez les noms sur Google, c'est le truc énorme, ça, c'est les plus forts du monde. Vous achetez Pantalon Rouge quand vous êtes une marque. Vous avez plus besoin, si vous êtes une marque, vous n'avez pas besoin d'acheter Pantalon Rouge. Vous véhiculez votre marque. Ouais, mais en Moi, même je temps, suis Google Free. Votre copain Simoncini, il n'y a pas d'événement sur Mythique. Ben, Mythique, Une rencontre. mais Mythique fait énormément de publicité. Ouais. Mythique, il fait de la publicité pour dire venez vous rencontrer sur mon site et ça marche. Et donc on y va parce qu'il fait de la publicité. Oui, l'événement, c'est la rencontre potentielle. Et si L'heureux Mythique événement. fait pas de publicité et qu'il y avait des événements, mais quel événement on peut créer dans la rencontre de tous les jours? Donc lui, il est obligé de faire de la publicité. S'il fait pas de publicité, sa boîte est extrêmement bénéficiaire. Mais il est comme les gens qui ont besoin de faire de la publicité pour attirer Il des nous reste, personnes. Et il n'y a il pas nous- beaucoup d'entreprises qui peuvent faire il ça. nous reste 2 minutes. Elles sont pour Johan. C'est Schnagel. intéressant votre discours sur Facebook. En gros, vous êtes la première personne qui n'y croit, que je rencontre qui n'y croit pas J'ai pas dit que j'y croyais pas. pour votre business. Pour mon business, moi, on peut envoyer à un copain de Facebook, quand on est sur vente privée, on peut dire, viens voir, il y a une bonne marque. Mais c'est juste un mail que j'envoie à Facebook. Je ne crois pas que je vais aller vendre des produits sur Facebook. J'envoie juste à Facebook, il y a une communauté comme une autre, et qui va retransmettre. Alors, Oui, mais c'est étrange parce que tout à l'heure vous parlez du trafic. Or, on s'aperçoit que Facebook est en train de capter énormément de trafic. Aux États-Unis, Ouais. je crois que c'est une page vue sur Ouais. 4 par Ouais. Facebook. En gros, c'est même l'interweb devient Facebook. Oui, Comment est-ce que on vous rentre sur le net Voilà. par Facebook. Comment est-ce que vous allez devoir téléporter une partie de votre trafic traditionnel sur Facebook? Donc vous allez bien être obligé de Non. l'utiliser. Non, parce que je me suis mal exprimé, je pense. Facebook, ils ont énormément de trafic. Maintenant, comment ils vont le rentabiliser? Par la pub ou éventuellement en créant quelque chose de marchand à l'intérieur de Facebook. Je crois qu'ils vont créer un service qui s'appelle Facebook des super deals et ils vont faire en sorte que leur communauté de membres, de centaines de millions de personnes, s'occupe de ces deals. C'est bien, mais c'est pas leur métier à la base. Il va falloir les créer, ces deals. Moi, mon métier, c'est de créer des événements de marque, pas cher, et de faire confiance quand on met sa carte de crédit et de bien vous servir. Et j'ai 13 millions de membres. Donc, je m'appuie sur Facebook en disant, quand c'est bien chez moi, dites-le à vos copains. Je leur dis de faire ça. Mais je ne fais pas un événement dans Facebook. Je transmets l'information à un réseau qui lui-même va la retransmettre. Vous ne seriez pas plus efficace en étant sur Facebook? Ah bah, ça serait catastrophique. Moi, je suis Google Free et Facebook Free.
Une dernière question sur la vie privée. Vous êtes à cheval assis sur un coffre-fort, je ne dis pas d'argent, mais de données personnelles. Vous êtes garant de toutes ces données personnelles. Est-ce que vous respectez la législation à Ah oui, 200%? non seulement on est garant, on n'est jamais à la merci d'un hacker qui viendrait les chercher, mais elles sont extrêmement bien protégées. Deuxièmement, chez nous, elles ne sont pas si confidentielles que ça. C'est en général le mail, l'adresse et le numéro de crédit. Il est pas stocké chez nous, il est stocké dans les serveurs des banques. Et ensuite, nous, on est pour la liberté totale du consommateur, ce qui veut dire que je ne le traque pas. Donc j'envoie un mail général à 13 millions de personnes et il est libre de choisir s'il veut venir, à quelle vente, etc. Et moi, je suis contre le tracking des gens. J'ai tort parce que tous les directeurs marketing me disent qu'on ferait beaucoup plus de ventes si on les traquait. Mais moi, je pense que cette liberté de ne pas faire de publicité sur le site, vous arrivez, vous venez parce que vous avez envie, vous le désirez. Il n'y a pas de pub. Quand vous venez, vous ne faites pas gagner d'argent. Vous ne vous dites pas, tiens, je lui ai fait gagner 0,01 centime, j'ai cliqué une fois, il me doit quelque chose. Moi, je ne veux rien devoir tant qu'on n'a pas mis sa carte de crédit. Après, je dois la qualité de service optimum. Donc, je suis pour que ce soit complètement libre. Je ne traque pas les gens. Et j'utilise pas les données. Dernière chose sur comment vous avez, en 30 secondes, vécu l'événement Wikileaks. Ça vous parle? C'est générationnel? C'est dangereux? C'est quoi? C'est franchement, d'aller dévoiler des secrets d'État et d'étaler des conversations intimes, off, pour que le monde entier réagisse dessus et que si la démocratie c'est ça, alors je ne suis pas démocrate. Slate, un dernier mot. Parce que on est déjà à 2 minutes les diplomates se disent des choses off et la vie a toujours été de commentaires sur ce qu'on voulait et c'est pas obligé d'être rendu public. Votre regard sur justement les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, en Tunisie et en Égypte. Est-ce que vous pensez que ces réseaux ont eu un rôle extrêmement actif dans la mobilisation? Ah bah oui, parce que brusquement, les gens se connectent et brusquement, ils vont s'incarner sur une place, dans une ville, et du village, ils montent à la ville. Pourquoi? Téléphone. L'Afrique, c'est quand même un truc fantastique. Ils font tout par téléphone. Ils payent par le téléphone, ils reçoivent des messages, ils reçoivent des virements. C'est ça la force à un moment donné de la nation africaine. Et brusquement, il faut qu'elle se réveille, quoi. Parce que c'est fantastique ce qui se passe dans ces pays-là. C'est enfin... alors maintenant, ce qu'ils vont en faire de cette force et quel est l'avenir, ça c'est plus inquiétant. C'est pour ça qu'ils avaient coupé d'ailleurs Internet en Égypte. Bah oui, bien sûr, j'ai tout de suite compris que c'est par l'Internet qu'on se réunit. Donc de l'Internet qui est complètement virtuel, la foule, l'agora, et là, ça fait du bruit. Mais ils ont quand même fait 2 millions de personnes hier sans SMS et sans Internet, ce qui est encore plus fort. Bon, quand c'est lancé, c'est lancé. Vous savez bien, maintenant les mouvements populaires, quand ils sont lancés, ils sont durs à arrêter. Ils sont durs à arrêter, les mouvements populaires. On terminera sur cette phrase. Il y en a une autre qui commence à faire un petit peu de buzz sur Twitter. C'est Adopi est une grosse connerie. Ça marche énormément et c'est de vous. C'est de vous, Jacques-Antoine Grandjean, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui sont Vous d'accord avec inquiétez vous pas. en plus. Voilà. Alors, je rappelle que vous allez retrouver Petit Stream sur Dailymotion, sur YouTube, sur europe1.fr et qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Je remercie ceux qui vous ont interrogé ce soir. Je suis un peu crevé. Vous avez l'air fatigué, David. Ouais, je suis crevé, je suis fatigué, je suis vieux. Merci Jacques-Antoine Grandjean d'avoir été avec nous et merci à ceux qui vous ont interrogé. Jonathan Boucher-Petersen de Europe 1 Choix. Ils sont jeunes et ils sont beaux. Johan Hufnagel de Slate.fr. Salut. Salut David. Petit stream entre amis, on se retrouve la semaine prochaine. Et merci encore à vous de votre franc-parler, monsieur Grandjean. Merci.